Depuis des décennies, les piliers imposants de Göbekli Tepe restent un mystère. Construits il y a 12 ans, ils n'ont pourtant jamais été ni un temple, ni un village, ni un lieu de sépulture. Les archéologues ont cherché des réponses dans chaque chambre, passant à côté d'un schéma crucial que de récentes découvertes révèlent aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un simple mystère antique de plus. C'est une preuve qui bouleverse le récit des origines de la civilisation. Mais si la vérité était sous nos yeux, qu'avons-nous encore négligé? En 1995, un archéologue allemand du nom de Klaus Schmidt se tenait au milieu des collines ondulantes à 15 km au nord-est de Sanliurfa, en Turquie, convaincu d'avoir trouvé quelque chose qui ne correspondait à aucun schéma connu. D'imposants piliers de calcaire en forme de T. Certains atteignant 6 mètres de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes, chacun jaillissait de terre en cercle concentrique. L'architecture monumentale la plus ancienne du monde, construite il y a plus de 11 ans, était enfouie sous des couches de terre et de pierre. Pourtant, dès que Schmidt et sa petite équipe ont commencé leurs travaux, un paradoxe est rapidement apparu. Il n'y avait aucune trace de foyer, de maison ou de sépulture qui puisse indiquer l'existence d'un village ou d'un cimetière. Au contraire, la présence d'ossements d'animaux épars et l'absence d'outils du quotidien ont conduit les premiers chercheurs à qualifier Göbekli Tepe de premier temple au monde. Pendant près de 2 décennies, cette appellation a façonné chaque fouille. La campagne de Schmidt, qui s'est étendue de 1995 jusqu'à sa mort en 2014, s'est concentrée sur la dénonciation minutieuse de chaque enceinte une par une. La méthode était méticuleuse mais ciblée. Les archéologues ont isolé les structures individuelles, cartographié la disposition des piliers, mesuré leurs dimensions et répertorié les sculptures d'animaux sauvages qui ornaient chaque pierre. Les piliers eux-mêmes étaient imposants, dominant les équipes de fouilles. Leur surface était couverte d'images de renards, de vautours et de scorpions. Certains piliers étaient disposés par paires au centre de chaque anneau. D'autres se dressaient sur les bords, mais la raison de leur emplacement demeurait obscure. Malgré l'ampleur de la construction, le site ne livrait aucun des indices qui caractérisent généralement les anciens établissements. Il n'y avait ni four ni habitation clairement délimitée, ni la moindre fosse funéraire. À chaque nouvelle chambre mise au jour, le mystère s'épaississait. Pourquoi de petits groupes de chasseurs-cueilleurs auraient-ils déployé tant d'efforts pour construire un édifice aussi grandiose pour ensuite l'abandonner? L'approche par fosse, isolée bien que rigoureuse, a maintenu les chercheurs concentrés sur les détails à l'intérieur de chaque enclos et les a éloignés de la possibilité que le sens puisse résider dans les relations entre eux. Au début des années 2000, la théorie dominante s'était retrouvée dans une impasse. L'explication par le temple ne pouvait rendre compte ni des motifs architecturaux répétitifs, ni du travail colossal nécessaire pour déplacer et tailler des pierres d'une telle ampleur. Des similitudes subtiles entre les anneaux ont été notées, mais jamais pleinement reliées. La véritable vocation du site restait inaccessible, et les limites de l'étude isolée de chaque fosse devenaient de plus en plus évidentes au fil des saisons. Il faudrait un changement de perspective, un changement qui aille au-delà des monuments individuels pour considérer le paysage dans son ensemble afin de commencer à démêler ce qui avait réellement été construit au sommet de cette colline anatolienne. À l'été 2025, une nouvelle équipe dirigée par la professeure Barbara Horesh est arrivée à Göbekli Tepe avec une stratégie différente. Au lieu de se concentrer sur des enclos individuels, ils ont entrepris de cartographier l'ensemble du site comme un système interconnecté unique. L'équipe a utilisé un radar à pénétration de sol scannant sous la surface pour révéler toute l'étendue de ce qui était caché. Pendant des semaines, les données ont afflué couche après couche, structure après structure, jusqu'à ce que la carte numérique soit complète. Ce qui en est ressorti n'était pas une dispersion de cercles isolés, mais un motif géométrique précis qui était resté invisible aux chercheurs travaillant fosse par fosse. 3 des plus grands enclos appelés B, C et D formaient les sommets d'un triangle équilatéral presque parfait. La distance entre chaque centre mesurait 19 mètres avec une marge d'erreur inférieure à 30 cm. Ce n'était pas une coïncidence. Les côtés du triangle s'alignaient avec une précision remarquable et l'orientation de chaque enclos suivait une logique commune. Les piliers centraux des enclos B et C étaient parallèles au côté sud du triangle, tandis que l'enclos D, le plus haut et le plus imposant, ancrait le sommet. L'axe principal de plusieurs piliers pointait vers le nord, mais avec un décalage constant de 10 degrés suggérant une déviation délibérée plutôt qu'un placement aléatoire.
La professeure Horesh et son équipe de cartographie ont analysé les résultats avec attention. La précision du triangle contrastait avec le terrain accidenté, suggérant que les constructeurs avaient travaillé à partir d'un plan directeur. L'idée que des chasseurs-cueilleurs, utilisant des outils de pierre et sans écriture, aient pu concevoir un tel système a bouleversé les anciennes hypothèses d'une construction aléatoire. Au contraire, les preuves indiquaient l'existence d'un système de règles d'un plan directeur qui dictait l'emplacement et la manière dont chaque monument serait érigé. Les mesures répétées, les alignements précis et la symétrie entre les enclos suggéraient un savoir transmis et coordonné de génération en génération. Pour la première fois, la logique du site apparaissait. La géométrie n'était pas qu'une question d'esthétique, mais le signe d'une organisation intentionnelle. Cette découverte souleva une nouvelle question: si l'agencement obéissait à des règles strictes, quels autres éléments de Göbekli Tepe pouvaient faire partie d'un code plus vaste? Le mystère ne résidait plus dans des cercles de pierre isolés, mais dans l'esprit qui avait conçu l'ensemble et dans le dessin qui avait motivé sa création. Les sculptures animales de Göbekli Tepe ont longtemps été décrites comme mystérieuses, mais des analyses récentes ont révélé une logique derrière leur emplacement qui suggère quelque chose de bien plus systématique. La docteure Lina Yilmaz, spécialiste du symbolisme préhistorique, a passé des mois à répertorier les motifs et leur emplacement sur le site. Les découvertes de son équipe mettent en évidence un ensemble de règles dictant quels animaux apparaissent où et quand. Des vautours sont systématiquement sculptés près du sommet des piliers orientés à l'est, une position qui coïncide avec le lever du soleil à des périodes clés de l'année. Dans plusieurs enclos, des scorpions apparaissent en bas des faces sud, souvent associés à des symboles de bétail sauvage ou de renards. Selon Yilmaz, il est peu probable que ces motifs soient une décoration aléatoire. Ils pourraient plutôt représenter une sorte de calendrier des marqueurs pour des événements rituels liés au cycle saisonnier ou aux observations célestes. L'une des découvertes les plus frappantes est venue de l'analyse en laboratoire d'une figure humaine sculptée trouvée entre les enclos B et D. Contrairement à la plupart des motifs animaux, la statue était placée horizontalement, ses yeux incrustés de coquillages regardant vers le haut, comme si elle attendait d'être remarquée. La sculpture suggère qu'elle a été manipulée et exposée avant d'être scellée, peut-être comme une offrande. L'équipe de Yilmaz pense que cette figurine a pu jouer un rôle dans des cérémonies qui coordonnaient les activités de différentes personnes. Des groupes se rassemblent sur le site. La répétition de symboles animaux toujours aux mêmes endroits et dans les mêmes combinaisons témoigne d'un code commun compris par ceux qui ont construit et utilisé Göbekli Tepe. Les vautours à l'aube, les scorpions en saison de chasse et la figure aux yeux en coquille comme possible symbole des droits communautaires, chaque élément semble avoir signalé non seulement une croyance, mais aussi un moment et une participation. Ces sculptures que l'on croyait autrefois de simples ornements ressemblent désormais davantage à des messages. Des messages peut-être des rappels sur les moments de rassemblement, les événements à célébrer et la manière de maintenir le rythme d'une société sans écriture. L'acte final à Göbekli Tepe n'a pas été un abandon, mais un acte de fermeture délibéré. Les archéologues ont découvert des preuves que les enceintes avaient été soigneusement comblées de couches de fines pierres calcaires mélangées à du charbon de bois, scellant ainsi les monuments sous des tonnes de pierres. Le remblai est d'une uniformité remarquable, sans aucun signe d'effondrement naturel ou d'envasement progressif, mais bien le résultat d'un effort massif unique qui a laissé le site enseveli et intact pendant des millénaires. L'analyse microscopique des sédiments confirme qu'il ne s'agit pas d'un accident. Le remblai est composé de déblais de carrière propres déversés successivement et rapidement, sans aucune trace d'habitation ni d'altération entre les couches. Les datations au radiocarbone du charbon de bois inclus dans les décombres se regroupent étroitement autour de 9500 avant Jésus-Christ, ce qui indique une fermeture coordonnée qui s'est déroulée sur des mois et non sur des générations. Déplacer un tel volume a nécessité une coopération extraordinaire. Pour recouvrir un seul enclos, les ouvriers ont dû déplacer plus de 200 tonnes de pierre, un effort qui aurait nécessité l'action concertée de centaines de personnes. Sur l'ensemble du site, l'ampleur du travail est encore plus impressionnante. Le travail que cela implique rivalise avec tout ce que l'on a pu observer dans les sociétés agricoles ultérieures, et pourtant aucune preuve d'agriculture ou d'animaux domestiques n'a été trouvée à Göbekli Tepe. Il s'agissait d'une communauté unie par autre chose que les cultures ou l'élevage, une vision partagée, une mémoire collective et la volonté de remodeler son territoire. Göbekli Tepe n'est pas un cas isolé.
À Karahan Tepe, un site situé à seulement 35 km, les archéologues ont découvert des enclos similaires présentant la même orientation et des signes d'inhumation intentionnelle. Ce schéma se répète dans toute la région, suggérant un réseau de communautés liées par un objectif commun. L'acte de sceller ces monuments évoque un moment où les bâtisseurs ont décidé de tourner la page non par défaite, mais délibérément. Cela remet en question la chronologie même de la civilisation, démontrant qu'une action organisée à grande échelle était possible bien avant que les premiers champs ne soient cultivés ou que les premières villes ne soient construites. Aujourd'hui, Göbekli Tepe réécrit ce que nous savons de la coopération humaine, prouvant que le partage des connaissances est antérieur de plusieurs millénaires aux premières villes. À mesure que de nouveaux sites apparaissent, nos origines semblent moins accidentelles et plus intentionnelles. Le véritable secret n'est pas enfoui dans la pierre. Il réside dans la façon dont nous choisissons de nous percevoir aujourd'hui. Qu'en pensez-vous?